Bonjour à tous. On va étudier la notion de structure aujourd'hui. Alors, pourquoi une structure? À quoi ça sert? On va prendre un exemple. Si on veut calculer l'aire d'un rectangle, on a besoin de deux informations, sa largeur et sa hauteur. On peut donc utiliser deux variables, largeur et hauteur, qui vont réserver deux zones mémoire distinctes. Mais on peut aussi utiliser une seule variable qui sera bien sûr plus grosse en mémoire, elle prendra plus de place, pour contenir les deux informations. Vous voyez ici qu'on a une variable rect de type rectangle et non plus de type int. On est sur un nouveau type. La conclusion, c'est qu'une structure, c'est utile pour rassembler plusieurs informations relatives à un même objet lors d'un problème donné. Quels avantages? Si on veut travailler sur deux rectangles, vous imaginez cela pour 3, 4, 10, 100 rectangles. Sans structure, il va se passer quoi? Pour deux rectangles, on devra définir 4 variables. La largeur du rectangle R1, la hauteur du rectangle R1, la largeur du rectangle R2, la hauteur du rectangle R2. Et ça, c'est pour deux rectangles. Donc, vous imaginez bien que ça va être très rapidement saturé si on utilise beaucoup de rectangles. Avec une structure, on n'aura plus que deux variables. On aura la variable R1, qui est un rectangle, et la variable R2, qui est un rectangle. Donc c'est un peu comme si vous voulez, si vous aviez un classeur avec toutes vos leçons. C'est toujours mieux si vous avez plusieurs classeurs pour ranger, parce que si vous avez toutes les mêmes matières au même endroit, ça peut vite devenir brouillon, on peut vite s'y perdre et avoir des soucis. Du coup, vous aurez donc moins de variables, moins de confusion, plus de lisibilité, car je rappelle que faire un bon code, c'est pas faire uniquement un code qui fonctionne, mais c'est aussi le rendre lisible aux yeux des autres, d'accord? Et puis, ça permet aussi d'avoir un code bien plus structuré. Ici, ce qu'on peut voir sur cette diapo, c'est qu'en fait, on a la notion de variable primitive, d'accord, tout au début, qui est de type primitif. Alors ça, c'est valable pour les int, pour les chars, pour les floats. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a mis en place la notion de structure, ce qui permet de créer des variables structurées, donc plus grosses et plus organisées. Et puis, cette notion de structure, elle a évolué de nos jours en notion de classe, d'accord? Et avec une classe, on dit qu'on n'a plus des variables, mais qu'on a des objets. Mais, si vous voulez, c'est le même principe, tout ça n'est que variable, c'est juste l'organisation de ces variables qui change. Donc nous, on commence à travailler sur la notion de structure pour aller après vers la notion de classe, et donc d'objet, que finalement vous manipulez déjà un peu via SFML, mais sans devoir créer de classe. Vous ne faites que manipuler la variable, l'objet qui est gros. Quand vous manipulez un rectangle shape, c'est une grosse variable qui contient plein d'informations sur ses dimensions, sa position, sa couleur, et plein d'autres encore. Alors, comment ça marche? Comment faire une structure? Voilà la syntaxe. Ici, vous avez une syntaxe, un exemple avec la structure rectangle. On utilisera le mot-clé type defstruct, les accolades, où là, on va regrouper, parce qu'il faut bien les définir, les différentes variables qui constituent donc la structure rectangle. On dit que largeur et hauteur sont des attributs de la structure. Donc si on a une structure, on aura aussi des variables structurées. La structure, c'est le type, la variable structurée, c'est la variable, qui a pour type donc une structure. Ici, dans mon exemple, vous voyez rect, c'est une variable structurée, qui est de type ou de structure rectangle. Donc il faudra la déclarer.
Et ensuite, quand vous voudrez la manipuler, vous serez obligé, puisque rect est finalement un grand sac dans lequel il y aura une largeur et une hauteur, vous serez quand même bien obligé d'accéder aux différents attributs de la structure. Donc, rect est le nom qui permet de rassembler les informations, mais il faut après rentrer dans les attributs de rect pour affecter les valeurs aux variables qui constituent la grosse variable structurelle. Voilà ce que ça va donner. Et donc tout ça n'est vu dans la mémoire que dans une seule grosse case, si vous voulez. Les conventions de nommage. Très important, on vous demandera de mettre une majuscule sur la première lettre de la structure. Rectangle, donc, commence par un grand R. Par contre, à l'inverse, jusqu'à présent, vous n'avez eu des exemples où toutes les variables commencent par des minuscules. Donc, prenez bien l'habitude, vos variables commencent par des minuscules, donc la variable structurée commence par une minuscule. Et par contre, la structure, elle, commence par une majuscule. Et je rappelle que lorsque vous ne mettez que des majuscules, c'est qu'il s'agit d'une constante. Et du coup, il faudra aussi penser largeur, hauteur, ce sont des attributs, donc ce sont des variables, on va dire, classiques, donc vous ne mettez pas de majuscules. D'accord? Donc toutes ces conventions, c'est très important, puisque ça permet encore une fois aux autres programmeurs de vous comprendre, et puis de pouvoir rendre votre code lisible. Il y a d'autres syntaxes possibles sur les structures. Donc je vous les ai mises ici. On peut définir une structure comme ceci sans utiliser le type def, mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on manipulera la structure, il faut remettre le mot-clé struct. Ou vous avez aussi la possibilité de définir, comme ici, la structure, et après de utiliser type def pour... En fait, type def, c'est pour donner un synonyme, pour dire que struct s-rectangle aura pour synonyme un rectangle. Donc vous voyez toutes ces syntaxes, c'est d'autres façons de faire que vous pouvez trouver sur Internet ou ailleurs. Donc je vous les ai mises, mais franchement, voilà, c'est beaucoup moins pratique. Donc on préférera bien évidemment cette structure, cette syntaxe-là qui est bien plus simple. Une variable structurée peut contenir des informations de nature hétérogène, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, là tout à l'heure on avait l'exemple du rectangle avec deux entiers, largeur et hauteur, qui étaient de type int. Mais on peut très bien avoir un compte bancaire, par exemple, où vous auriez un int pour le numéro, une chaîne pour le nom du propriétaire du compte, du bénéficiaire, un float pour le solde, et pourquoi pas un char, un caractère, pour indiquer si c'est un compte courant ou un compte épargne. Vous avez l'exemple ici donc d'une structure, compte, dans lequel on aurait 4 attributs qui sont de type complètement différents. Int, char, float et char. Et voilà pour la manipulation. Du coup, il faut bien sûr déclarer une variable ici CPT, qui sera donc une variable structurée de type de structure compte. J'insiste sur le vocabulaire, parce qu'il ne faut pas commencer à confondre. Compte n'est pas une variable, compte est une structure. En fait, c'est un type. Et puis, il faudra ensuite accéder aux différents attributs donc, de la variable CPT pour lui affecter donc, des valeurs. Donc là, j'ai un compte de numéro 1 avec un solde de 1150,50 €, d'une catégorie compte courant et donc dont le bénéficiaire serait la personne qui s'appelle... Ah oui, petite remarque, l'affectation d'une chaîne, on l'a vu pour l'instant avec le scanf, qui était du coup avec le scanf identique pour les int, les floats et les chaînes. Par contre, affecter une chaîne, c'est plus compliqué, ça ne se fait pas avec un simple égal comme les autres, mais avec la fonction strcopy. On reviendra dessus, c'était un petit aparté.
De là, on peut avoir donc des variables super complexes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une variable structurée peut contenir des variables structurées. Exemple, un rectangle, revenons sur ce rectangle, est défini par une largeur, une hauteur, mais il peut être aussi défini par une origine, c'est-à-dire un point en x et y où on démarre sur un repère le dessin du rectangle. Du coup, une origine, c'est deux informations qui peuvent être contenues, ces deux informations, dans une structure point. Ici, vous voyez, j'ai la structure point qui est composée de x et de y, et j'ai ma structure rectangle qui va être définie par trois attributs, donc largeur, hauteur et une origine qui est de type point. Et cette origine sera constituée de x et de y. C'est vraiment un mécanisme de rangement, d'organisation. Hein, vous voyez, vous rangez bien vos habits dans des placards qui sont sur des étagères pour différencier. C'est exactement le même principe. On range, on organise les informations de manière, on va dire, le plus naturelle possible. Donc, si je dois manipuler un rectangle défini ainsi, je vais donc dire que R est de type rectangle. Je vais accéder à la largeur et à la hauteur comme ceci. Je vais y affecter 20 et 10. Et ensuite, si je veux initialiser l'origine, je vais dire que je rentre dans R, dans l'attribut origine, et comme lui-même est composé, il faut que je rentre dans origine pour accéder au X et au Y. Voilà la syntaxe pour manipuler des variables structurées. Et donc, on a, vous voyez, j'ai dessiné sous forme de bulle, de sac. On a un premier sac dans lequel on a la largeur, l'hauteur, et l'origine est elle-même un sac dans lequel on a le X et le Y. Alors, ça peut paraître des fois plus complexe d'écrire ça que finalement créer 4 variables, parce qu'effectivement, on peut résoudre le même problème en créant 4 variables indépendantes. C'est-à-dire, je peux dire, je veux la largeur, je veux la hauteur, je veux le x et je veux le y. Ça marchera aussi. On peut enlever toute cette notion de structure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous manipulez ensuite beaucoup de rectangles, bah, encore une fois, ces informations, donc, va falloir les dupliquer, mais elles ne seront pas rassemblées dans une seule variable. Donc, ça peut être confus. Conclusion. Quand vous initialisez une variable structurée, il faut initialiser chaque attribut. C'est pas magique. On ne peut pas dire CPT égale quelque chose. C'est pas possible. Il faut rentrer dans chacun de ces attributs. Je l'ai montré dans ces exemples avec des affectations avec des égales, mais on peut aussi le faire grâce à des saisies utilisateurs, c'est-à-dire des scanf. Vous voyez ici que le scanf fonctionne de la même manière avec le %i parce que c'est un entier, avec un %f si c'est un flottant, avec un %c si c'est un caractère. Ça fonctionne exactement pareil. Et il faudra aussi ne pas oublier le petit et commercial que vous avez ici, sauf quand il s'agit d'une chaîne. Et de la même manière, vous devez bien mettre votre nom de variable CPT qui globalise le tout et rentrer dans l'attribut que vous voulez affecter. Un autre exemple ici avec le solde. C'est donc un scanf %f parce que c'est du float. Le et, comme d'habitude, parce que c'est une variable, parce qu'on affecte une variable primitive, le solde, mais qui se trouve dans CPT. Il existe des raccourcis pour initialiser une variable structurée de manière beaucoup plus concise. Cependant, il ne faut pas se leurrer, ça va être des affectations, non pas à partir de saisie utilisateur, ça veut dire c'est quand on veut affecter directement. On peut, plutôt que de rentrer dans chacun des attributs, on peut faire ce genre de choses. CPT égale, et on lui passe les valeurs qui seront affectées dans l'ordre. D'accord? Mais ça, c'est valable uniquement lorsqu'on déclare, c'est-à-dire sur la première ligne. Et si on doit modifier,
Bah, par contre, on sera obligé de faire une modification attribut par attribut, comme on l'a vu précédemment. On peut aussi, si je n'ai que 2 informations, faire ce genre de choses, c'est-à-dire vu que je n'ai que le nom et le solde, il faut que je précise dans quel champ ça va aller. Voilà, ce sont d'autres façons d'écrire les choses qui peuvent vous faciliter un peu la vie, mais bon, ça ne change quand même pas toute la manipulation des variables structurées. Lorsque vous voulez afficher une variable structurée, bah, c'est pas magique. C'est-à-dire que de la même manière qu'il faut initialiser chaque champ de la variable structurée, vous devez afficher chaque champ de la variable structurée. On ne peut pas dire qu'on va afficher A. Printf ne sait pas afficher un point puisque c'est vous qui avez défini le point. Donc c'est à vous de dire qu'effectivement, pour afficher un point, il faudra afficher son point X et son point Y. Après, libre à vous, quand on aura un peu progressé sur toutes les notions, de faire des fonctions pour simplifier tout ça. Mais pour l'instant, on va le faire de manière basique. Pour affecter, alors quand on affecte, oui, ça faut le savoir, il est possible, effectivement, si j'ai 2 points A et B, ou X1, X2, peu importe, et si je dois, s'ils sont identiques, il est possible tout de même de dire que point B est égal à A. Ça, c'est un des raccourcis aussi qui marche tout seul, c'est-à-dire qu'on va recopier dans B.X et voilà, c'est pas nous qui allons recopier, hein, c'est le compilateur qui va faire le nécessaire pour recopier le X et le Y de A dans le X et le Y de B. Voilà, c'est la seule opération qui permet de gérer tous les attributs de manière globale. C'est la seule simplification qui vraiment existe. Voilà, alors une petite démo pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Je vais ici dans mon programme donc définir une structure. Alors la définition de la structure se fait en dehors du main, hein, parce que c'est une définition qui va être utilisée de manière globale dans le main. Donc type def struct. Je vais définir la structure. Alors j'aime bien sauter une ligne, aucune obligation, mais je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Je vais définir donc la structure personne en disant qu'une personne c'est définie par un nom et par un prénom. Je rappelle que si je mets 20 ici, c'est pour permettre 19 caractères. On reviendra dessus plus tard. Donc, je crée un nouveau type qui s'appelle personne. Dans mon main, je vais donc pouvoir, par exemple, définir une personne. La variable, elle, s'appellera joueur. L'idée, c'est si jamais j'utilise ça, par exemple, dans un jeu, 2 joueurs, donc j'aurai une variable joueur 1 de type personne et une variable joueur 2 de type personne. Ne pas confondre personne et joueur. Personne, c'est un type comme int, char, float, mais un type composé que j'ai moi-même défini. Joueur 1, joueur 2, ce sont des variables comme A, B, C ou montant, solde, remise. Donc ensuite, je peux très bien demander, il va falloir que j'initialise chacun des champs. Donc là, je vais le faire à l'aide de saisie, nom du joueur 1, donc je vais poser la question pour le nom et je vais poser la question pour le prénom. Je vais ensuite affecter la saisie utilisateur. Donc %S car on est sur une chaîne. Et je rappelle qu'on ne met pas le et quand c'est une chaîne. Je dis que ça va rentrer dans joueur 1. Et vous voyez, quand je mets le point, il me propose. Hein. Donc dans l'attribut, non. Je vais faire la même chose pour le
prénom. Et je vais faire la même chose pour le joueur 2. L'avantage, c'est que je n'ai qu'à changer ici, puisque les attributs nom, prénom, ils sont internes à la grosse variable, donc il n'y a aucun risque de confusion entre le nom qui est ici et le nom qui est ici, puisque c'est bien préfixé par la grosse variable qui les contient. Et du coup, même si je rentre dans les attributs ici, on voit qu'au sein de mon programme, je n'ai que 2 variables, joueur 1, joueur 2. Si je n'avais pas de variable structurée, je devrais avoir 4 variables. Nom du joueur 1, nom du joueur 2, prénom du joueur 1, prénom du joueur 2. J'en ai que 2. Bon, avec des attributs, on est d'accord. Et donc, du coup, je peux très bien, après, dire un petit mot, je, et on va mettre le premier joueur contre le deuxième joueur. Donc, je construis ma chaîne en disant que je vais mettre 2 chaînes ici et 2 chaînes ici qui correspondent au nom prénom du joueur 1 et nom prénom du joueur 2. Donc là, je vais mettre joueur 1, point nom, joueur 1, point prénom, et joueur 2, point nom, et joueur 2, point prénom. Voilà. J'ai le droit de sauter une ligne ici, hein, ça ne fera pas de problème à l'affichage. Donc, petit rappel aussi, je rappelle, le nom de la structure commence par une majuscule, le nom des variables commence par une minuscule, nom et prénom qui sont des attributs commencent par une minuscule. Donc, je vais pouvoir initialiser comme ceci les choses. Et je mets mon collègue. Voilà. Donc, je, Nathalie contre Diable Noir. Voilà comment manipuler donc des structures. Et pour la notion de structure composée, bah, effectivement, on pourrait très bien rajouter de nouvelles informations sur la personne. C'est-à-dire, on pourrait par exemple créer une structure mensuration. Alors, bon. Donc, on ait besoin, je ne sais pas pour quelle raison, de la taille, du poids. Éventuellement, je ne sais pas, pour calculer la force, on peut imaginer des choses comme ça. Donc, si on veut utiliser pour dire qu'une personne a des mensurations, il faut par contre la définir avant, pour pouvoir dire ici qu'une personne a des mensurations. Alors, nom de variable, on peut l'appeler comme le type, hein. Et donc, c'est là que c'est important, parce que si on manque d'imagination, des fois, c'est compliqué. C'est là que c'est important, effectivement, de ne pas mettre, de bien mettre la majuscule ici et de ne pas la mettre ici. Sinon, ça va devenir complexe. Et du coup, rien ne m'empêche, bon, j'ai un peu la flemme de faire une saisie utilisateur, donc je vais faire joueur 1, point, mensuration, point, et là on voit qu'on arrive à la taille. On va dire par exemple 1,65 m, et de la même manière, on pourra mettre le poids ici. Voilà. Voilà. Donc, conclusion. On peut faire des structures de structures. Après, on ne va pas s'amuser à en faire si ce n'est pas nécessaire. Là, se pose la question, est-ce vraiment nécessaire de faire la mensuration à part? Parce que, je vous rassure, on peut enlever cette complexité
de faire des verbes structurés dans des verbes structurés en tout simplement rajoutant ici la taille et le poids. D'accord? Donc comment sait-on s'il faut mettre tout dans la structure ou créer des structures de structure? Bah, ça, tout dépend de l'énoncé. Généralement, on vous mettra quand même sur la voie. Après, j'ai envie de dire, on créera une structure mensuration si la notion de mensuration peut exister en dehors de la notion de personne. C'est-à-dire, si je ne parle de mensuration que au sein d'une personne, ça vaut peut-être pas le coup de la définir à part. Maintenant, l'exemple du cours, c'était le point X, l'origine. La notion de point, elle existe partout. C'est-à-dire que dès lors qu'on va faire on va parler de points, de rectangles, de triangles, il y a un repère, la notion de point est très forte, et donc un point peut exister en dehors du rectangle, dans l'énoncé. Donc là, on ne se pose pas la question, on va sortir et donc créer la notion de point. Voilà pour la notion de structure que vous manipulerez cette semaine. On va passer maintenant à une autre notion. Donc, deuxième notion étudiée dans cet amphi, c'est la notion de test. Alors, c'est quoi et pourquoi des tests? Tout simplement car les problèmes donnés peuvent avoir plusieurs solutions en fonction des cas. Exemple, les impôts dépendent des revenus. Donc, en fonction du revenu, si le revenu est compris est inférieur à, je ne sais pas moi, 20 000 par an, peut-être on va payer tel taux d'impôt. Si on est supérieur à 20 000 et en fonction du nombre de parts, quoi, on voit qu'il y a beaucoup de conditions et donc qui vont conditionner donc, le résultat. Et donc, il va falloir faire des tests. Déjà, pour résoudre le problème. Ensuite, on peut avoir des tests aussi pour gérer tout ce qui est les saisies. Effectivement, si une saisie utilisateur n'est pas conforme aux valeurs attendues, il va falloir tester pour être sûr que ça fonctionne. On a pour cela des structures alternatives. La plus simple en C, c'est le si, sinon. Si ma condition est vraie, dans ce cas-là, je fais un bloc d'instruction. Sinon, else, je fais l'autre bloc d'instruction. Exemple, si la moyenne est inférieure à 10, j'affiche vous n'avez pas eu la moyenne. Sinon, vous avez au moins la moyenne. Vous noterez que les instructions vont être indentées. On parle d'indentation. L'indentation, c'est quand on décale les instructions. Vous voyez ici que les printf sont décalés par rapport au if, les accolades aussi. Et ce qu'il y a dans le bloc du else est aussi décalé par rapport au mot else. Donc ça, c'est très important, parce que j'en ai déjà vu qui indentent déjà sans faire de test. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils écrivent des instructions, c'est décalé. Donc ça, il n'y a pas lieu d'être. Hein. On décale uniquement lorsque l'on va faire des tests, voire des boucles qu'on verra plus tard. On peut aussi, remarquer là, se passer des accolades. Hein, les deux accolades qu'on voit ici, ouvrante, fermante, ouvrante, fermante. On peut s'en passer dès lors qu'on n'a qu'une seule instruction. Effectivement, c'était le cas ici. On peut donc ne rien mettre. Ça fonctionne et on décale pour un souci de lisibilité les instructions. Remarque importante, le bloc else n'est pas obligatoire. On peut avoir tout simplement un test, exemple ici, si un est inférieur à 10, vous devez aller au soutien. On n'est pas obligé de dire, sinon vous ne devez pas aller au soutien. Ça dépend du problème donné. Et encore une fois, si on n'a qu'une ligne, pas besoin de mettre les accolades. Une condition simple, c'est quand c'est constitué de deux expressions de même type. Exemple, là je compare la note à 10. Les deux expressions, note et 10, sont des expressions de type nombre et plus
et plus des réels. Ici, c'est des réels, ça ne va pas être forcément des entiers, ça sera effectivement des réels. Donc on compare deux expressions de type réel. Et du coup, si vous avez besoin d'écrire ce genre de choses, un encadrement, attention parce que vous êtes habitué à écrire ça, et là, ça fait 3 expressions, donc c'est impossible, d'accord? Du coup, on se servira d'un autre mécanisme qu'on verra juste après. Il faut savoir donc une condition simple, c'est 2 expressions avec un opérateur de comparaison. Inférieur, inférieur égal, supérieur égal, supérieur, égal ou différent. Donc attention, les pièges dans ces opérateurs, c'est parfois de mettre un simple égal. Là, ce serait donc une affectation et non plus un test. L'autre piège, c'est inférieur ou égal, comme ça s'écrit comme ça se prononce. On met le inférieur et après le égal. Si vous inversez, ça ne marche plus. Ou on peut se servir aussi de fonctions de comparaison, comme par exemple pour les chaînes. Si on veut comparer notre variable jour à samedi, et malheureusement, le double égal pour les chaînes n'existe pas. On ne peut pas dire si jour égale samedi, ça c'est pas possible, car les chaînes sont du coup des variables complexes et pour les comparer, il faut utiliser une fonction qu'on appelle strcmp comme string, str string c'est chaîne de caractères, cmp comme compare. Et si jamais le retour de cette fonction est égal à 0, ça signifie qu'ils sont identiques. Donc on verra un peu plus comment on travaille sur les chaînes par la suite. C'était juste pour vous dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours que 2 expressions et un opérateur ou une fonction. Et l'évaluation de la condition, soit la condition est vraie, soit la condition est fausse. Donc en gros, soit la condition est égale à 1, soit elle est égale à 0. Exemple, si la note est égale à 3 et qu'on teste est-ce que note est inférieure à 10, 3 étant inférieur à 10, cette condition est égale à 1 puisque c'est vrai. D'autres exemples de conditions simples. Ici, par exemple, on va tester pour une division. Si le diviseur est différent de 0, alors je peux faire ma division. Je peux diviser mon chiffre par le diviseur et afficher le résultat. Sinon, je ne peux pas diviser par 0. J'affiche. Je ne peux pas diviser par 0. Autre exemple, si le genre qu'on aura initialisé au préalable, bien évidemment, est égal à f, donc là c'est une comparaison avec des caractères, j'affiche madame, sinon j'affiche monsieur. La comparaison d'un caractère se fait par le double égal. Une chaîne, on l'a vu tout à l'heure, c'est str compare. On peut aussi, dans une condition simple, faire des calculs. Ici, on voit la note de maths plus la note d'info, divisée par 2, donc en gros la moyenne. On va regarder si elle est supérieure ou égale à 10. On aurait pu créer une variable avant, mais si on n'en a pas besoin par ailleurs, on peut faire le calcul directement au niveau du test. Et parfois, vous serez obligé d'utiliser des conditions multiples. C'était le problème de l'encadrement qu'on a vu tout à l'heure. Exemple, si je veux savoir si l'heure est comprise entre midi et 14h, je suis obligée de décomposer en 2 blocs, c'est-à-dire il faut que l'heure soit supérieure ou égale à midi et que l'heure soit inférieure à 14. Mais je ne peux pas faire un encadrement avec 3 variables, 3 expressions, c'est pas possible. On fait 2 à 2 et on met un opérateur logique. Ici, c'est le « et ». On peut avoir aussi la même chose avec un « ou ». Si le jour est égal à V pour vendredi ou que le jour est égal à S pour samedi, dans ce cas-là, j'affiche que c'est un temps pour sortir. Si par contre, j'avais voulu comparer une chaîne, comme dit tout à l'heure, j'aurais été obligée d'utiliser la fonction strCompare pour comparer le jour à vendredi ou le jour à samedi et vérifier que c'est égal à 0. Alors là, le 0, c'est pas un vrai-faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est juste qu'il compare les chaînes et que en gros, il renvoie à 0 quand les 2 chaînes sont identiques et sinon, il renvoie un chiffre
positif quand jour est plus grand que vendredi, un nombre négatif si jour est inférieur à vendredi. Quelques remarques importantes. Le « et » prédomine le « ou ». Donc, du coup, si vous devez faire des conditions vraiment très multiples avec des « et » et des « ou », il faudra penser à mettre des parenthèses pour indiquer les priorités. Exemple ici, où j'ai 3 conditions simples réunies avec le « et » et le « ou ». Ici, j'ai ajouté une paire de parenthèses pour mettre une priorité sur le « ou » entre ces deux expressions avant de faire le « et » ici. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'on va tester si j'ai un âge de moins de 30 ans et je peux être soit de genre F ou de genre H. En gros, il s'agit d'une femme ou d'un homme de moins de 30 ans. Une femme de moins de 30 ans ou d'un homme de moins de 30 ans. Par contre, si je ne mets pas la paire de parenthèses qui est ici, le « et » va prédominer. Donc, cela va signifier quoi? Cela signifie que je veux une femme, genre égale F, et d'un âge de moins de 30 ans, donc je veux une femme de moins de 30 ans, ou un homme. Ce qui n'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Vous voyez ici, du coup, l'importance de mettre des parenthèses. Une autre remarque, attention au sinon d'une condition multiple. C'est-à-dire, si j'ai une condition A et une condition B, le sinon, c'est que je n'ai soit pas A ou soit pas B. D'accord? C'est bien un ou. C'est pas que j'ai les deux qui sont fausses. Il suffit d'une de fausse pour être dans le sinon. Et de la même manière, si ma condition c'est A ou B, pour être dans le sinon, il faut que ce soit ni l'un et ni l'autre. Alors concrètement, ça donne quoi? Avec un petit peu de code. Voici une condition où l'heure doit être supérieure ou égale à 22 ou inférieure à 6. Donc ça signifie en fait qu'on est la nuit, entre 22h du soir et 6h du matin. Le sinon, c'est donc la condition contraire et la condition contraire. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'heure est inférieure à 22 et supérieure ou égale à 6. Là, c'est assez évident quand même comme exemple, puisque si c'est pas la nuit, c'est forcément le jour. Et le jour, effectivement, c'est de 6h à 22h. En tout cas, là, comme c'est défini. Un autre exemple. Le jour est égal à samedi ou le jour est égal à vendredi. La signification du sinon, c'est que on n'est ni samedi et ni vendredi. Un autre exemple. Si l'heure est supérieure ou égale à 22 ou que l'heure est inférieure à 6, c'est-à-dire qu'on est encore la nuit, et que le jour est différent de samedi, le contraire, ce sera donc là un jour soit qui est égal à samedi, soit un horaire, parce que là effectivement on était en gros n'importe quel jour, n'importe quelle nuit de la semaine, sauf le samedi. Et là on sera soit la journée, soit le samedi. Voilà différents exemples des et des ou qui se transforment quand on est dans la négation. Une autre structure bien utile pour faire des tests, c'est le switch. Alors, il faut savoir, attention, qu'on ne l'utilise pas n'importe comment. Le switch passera pour tester des égalités. Exemple, si je sais que l'utilisateur doit rentrer A, B, C ou D, par exemple dans le système de notes peut-être d'un autre genre que des notes sur 20, ou si on fait un menu où il faudra rentrer
1 pour afficher quelque chose, 2 pour ajouter, 3 pour sortir, ou 4 pour calculer. Et bien dans ce cas-là, quand on a comme ça des valeurs vraiment types, et qu'on n'a pas d'encadrement, mais bien des tests à faire d'égalité, on switchera la variable, donc ici on switch la note, pour savoir dans le cas où elle est égale à A, ce que l'on fait. Dans le cas où elle est égale à B, ce que l'on fait, donc là on affiche bien, dans le cas où c'est égal à C, on affiche médiocre, et dans le cas où c'est égal à D, où on affiche insuffisant. Et le dernier cas, on peut le mettre, c'est pas obligatoire, c'est le cas où ce serait aucun de ces cas. Et donc là, on afficherait que c'est une erreur. Par rapport donc à cette syntaxe du switch, il faut faire attention. Parfois, vous verrez, il faudra mettre des accolades supplémentaires. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez un exemple. Si dans le cas où la note est égale à A, j'ai beaucoup de choses à faire. Normalement, je n'ai pas besoin de mettre ces accolades ici. On peut se passer des accolades et mettre plusieurs instructions. C'est le mot-clé break qui stoppe le bloc d'instructions lié au cas où on est égal à A. Maintenant, si vous avez des variables à déclarer, exemple ici, au moment où le cas est A, vous devez déclarer une variable, vous êtes obligé de mettre une paire d'accolades pour que son existence soit limitée à ce bloc d'instructions. Bon, c'est pas toujours fréquent de devoir créer des variables dans un bloc. Bien souvent, on les déclare avant et ils sont utilisables partout. Donc, c'est à voir en fonction des besoins. Voilà. Donc, si vous l'ouvrez, il faudra la fermer avant de passer, bien sûr, au case B. Imbriquer. Nous avons la possibilité, bien évidemment, d'imbriquer des tests car les problèmes vont être parfois suffisamment complexes pour avoir des imbrications de tests. Exemple ici, ça reste quand même relativement simple. Si le chiffre est supérieur à 0, alors j'affiche positif. Sinon, j'ouvre mon accolade. Si le chiffre est inférieur à 0, c'est que c'est un chiffre négatif. Sinon, c'est que le dernier cas, c'est que c'est égal à 0, donc j'ai le chiffre nul. Donc vous voyez ici que j'ai ce bloc ici qui est imbriqué dans l'autre bloc. Et on voit qu'on indente et que c'est de plus en plus décalé. Cette écriture peut être remplacée par celle-ci. Si je suis supérieur à 0, sinon si je suis inférieur à 0, sinon. Et attention, ce dernier sinon n'est pas le contraire de ça uniquement, mais c'est bien le contraire de ça et de ça. Donc cette écriture aussi est possible, c'est plus condensé, mais il ne faut pas s'y perdre. La notion de portée de variable. Effectivement, vous allez remarquer que du coup, jusqu'à présent, on n'avait qu'un bloc d'accolade, celui du début du main et celui du fin de main. Et toutes les variables déclarées ici étaient utilisables partout dans le main. Maintenant, nous avons des accolades pour les blocs conditionnés par un si ou par un else. Et donc, s'il vous arrive de déclarer une variable à l'intérieur de ce sous-bloc du main, cette variable, il faut savoir, sera libérée de la mémoire au niveau de la fin de l'accolade. Ce qui veut dire que ici, là c'est en erreur, je ne peux pas utiliser validation, car validation disparaît lorsque je ferme l'accolade. Et là, je suis en dehors de l'accolade. C'est la notion de portée de variable, de durée de vie de la variable. En fonction de là où vous la déclarez, elle aura une durée de vie plus ou moins longue. Donc là, typiquement, on est dans un exemple qui ne fonctionne pas. Ici, je remets en valeur ce que je viens de dire, c'est que validation n'existe pas au sein du main, elle n'existe qu'au sein du if. Donc, ça ne compilera pas. On a vu à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur les tests. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'écrire correctement vos algos. Et donc de vérifier la cohérence de vos tests. De faire le bon choix entre le et le ou. Ça paraît simple comme ça, mais vous verrez que ça ne l'est pas toujours.
d'éviter la redondance, effectivement, là, c'est le cas où si vous faites beaucoup de copier-coller de code dans vos if, dans vos else, c'est que vous êtes en erreur. Et il faudra chercher à optimiser le nombre de tests à exécuter. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais sachez tout de même, je fais la remarque de manière générale, que on ne notera pas que l'efficacité de votre code, on notera aussi la qualité de votre code. Ce qui signifie que si votre programme fonctionne et que vous avez les résultats voulus, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir tous les points lors des épreuves. Effectivement, on notera aussi la manière dont vous avez écrit les choses pour y arriver. Alors, rentrons dans le détail de ce que nous attendons de vous et de ce que nous n'attendons pas. Vérifier la cohérence des thèses. Bon, là, par contre, ça reste... donc, si vous testez bien, vous verrez si c'est bon ou pas. Exemple ici, des exemples incohérents. Si jamais je m'amuse à dire si la moyenne est supérieure à 10, je suis admis. Sinon, et si j'écris si la moyenne est supérieure à 15, j'écris admis avec mention. Là, c'est complètement incohérent parce que je suis dans un sinon. Le sinon, sans même l'écrire, signifie forcément que la moyenne est inférieure ou égale à 10. C'est le contraire. Donc, si forcément ma moyenne est inférieure ou égale à 10, je ne peux donc pas être supérieure à 15. Donc, méfiez-vous bien. Le else est implicite. On n'écrit jamais la condition contraire car c'est évident. Donc là, c'est incorrect. Du coup, de manière générale, lorsque vous allez avoir des problèmes comme ça, peut-être avec des intervalles, il faudra toujours commencer soit par les valeurs les plus faibles, soit les valeurs les plus hautes, et ensuite faire vos sinon. Ça sera toujours plus simple. Donc là, on va commencer effectivement par la moyenne supérieure à 15, donc admis avec mention. Sinon, ça va, c'est que je suis inférieur ou égal à 15, donc je peux être supérieur à 10, ce qui veut dire que je suis admis. Et je pourrais écrire, sinon, c'est que je ne suis pas admis. Le et ou le ou. Alors là, c'est là qu'on va voir que c'est pas si simple. Une note extrême, pour moi, c'est une note, effectivement, qui serait inférieure à 5 ou supérieure à 15. D'accord? Là, il s'agit bien de mettre un ou. Un âge incorrect, on voit bien qu'il y a un problème si je déborde de 130, normalement, et si jamais je suis négatif. Alors, faut-il mettre un ou un et? C'est forcément un ou. C'est si je suis supérieur à 130 ou que je suis inférieur à 0. C'est incorrect. De toute façon, je ne peux pas être les deux à la fois. C'est là que ça se complique un petit peu. Si on dit à l'utilisateur réponds par oui ou par non, c'est-à-dire par O ou par N à une question. On attend donc que sa saisie soit O ou N, donc être incorrect, si je veux afficher un message d'erreur quand c'est incorrect, que faut-il que je mette comme signe entre les deux? Là, on a d'un côté la saisie, elle est différente de 0, et de l'autre côté, la saisie est de 0, de O, de oui, et la saisie différente de non. Donc, dans quel cas c'est incorrect? C'est si j'ai l'un ou l'autre, ou les deux. Il faut bien savoir que la saisie est incorrecte si ça marchera à condition que j'ai mis un « et ». Il faut que ce soit différent de O et différent de N. C'est là qu'on peut commencer à être des fois un peu troublé. Factoriser, voilà ce qu'on attend de vous. Il va falloir imbriquer votre code. Alors, prenons un exemple. Ici, je veux établir dans mon algo le prix d'un livre photo en fonction du format souhaité. On a deux formats, un petit 22 par 22 et un plus grand 28 par 37. Et en fonction
Petit format, c'est 30 €. Plus grand format, c'est 45 €. Et une réduction sera offerte si j'ai une carte fidélité. Du coup, pour factoriser, c'est simple. Ce qu'il faut faire, c'est décomposer par action simple. Au début, je vais tester déjà quel format. Si c'est un petit format, je dis que le prix vaut 30, sinon que le prix vaut 45. Déjà, je m'arrête à ça. Certains parmi vous vont être tentés déjà, là-dedans, de parler de la carte de fidélité. On a deux choses. On a le format, la carte fidélité. On a deux choses. Donc, on commence par la première. Et on fait ensuite la deuxième. Mais on ne fait pas les deux l'un en même temps que l'autre. Sinon, ça ne sera pas optimum. Donc ensuite, je demande cette histoire de carte de fidélité. Et puis, si jamais il est fidèle, on lui met les 20% sur le prix qu'on aura initialisé au préalable. Voilà. Là, on est sur quelque chose du code simple qui marche. Pas de redondance, tout est parfait. Et on affiche le résultat une fois qu'on a fini de calculer et d'avoir fait tous nos tests. Ça, c'est bien. Un autre exemple, c'est du code que souvent je peux voir. C'est se dire, alors, si c'est le petit format, c'est 30 €. Je demande s'il a une carte de fidélité. Si oui, je fais la réduction, j'affiche le prix. Sinon, donc si c'est un grand format, je mets le prix grand format. Je demande s'il a une carte de fidélité. Et je calcule la réduction éventuellement et j'affiche le prix. On voit ici qu'on a un copier-coller de code de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. On a répété 2 fois 6, on a fait 12 lignes au lieu de 6. Et ça, vous me faites ça, vous serez sanctionné. Puisque quelque chose de simple qui prend peu de place déjà commence à devenir lourd, et puis demain on doit changer l'affichage ou le calcul, il faut le modifier 2 fois. Et là, on n'est que sur 2 fois parce que je n'ai que 2 formats. Imaginez si j'en ai 4, 5, 6, 10. Je n'ose même pas imaginer le nombre de copier-coller et le nombre de lignes. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de factoriser, c'est-à-dire que tout ce qui est en commun doit être mis soit avant, soit après, à vous de voir ce qui est le plus logique, mais pas répété. C'était le cas tout à l'heure, on n'avait pas répété. Optimiser les tests, on attend de vous, effectivement, de ne pas faire de choses inutiles. Typiquement, si vous dites, si la note est inférieure à 10, vous n'avez pas eu la moyenne, allez pas m'écrire, si la note est supérieure ou égale à 10, vous avez la moyenne. C'est lourd, je veux dire, mettez juste le mot-clé « else », d'accord ? N'écrivez pas de conditions inutiles. Là, je suis sur le fait que ma moyenne doit être supérieure à 15. Sinon, je sais que je suis inférieure ou égale à 15, mais je ne sais pour quelle raison, vous allez être tenté de le réécrire pour vous rassurer. Mais on le sait puisque je suis dans un sinon. Même si je rajoute un si, je suis quand même dans un sinon. Donc ce n'est pas la peine de rajouter le fait que je sois inférieure ou égale à 15. Attention, ça aussi, ça vous coûtera des points. Et puis, il faut préférer parfois l'imbrication que l'utilisation de conditions simples. On va prendre, conditions multiples, je veux dire. On va prendre un exemple, parce que c'est plus simple. Voilà, pour un loueur de ski, on a 2 packs, argent, or, en fonction du niveau, et snow et ski. Et on a des tarifs. Du coup, plusieurs possibilités de résoudre ce problème. Là, je vous montre la bonne solution. Je vais dire si l'activité est du snow. Si le pack est argent, c'est 40. Sinon, c'est forcément que c'est le pack or, à condition que j'ai vérifié les saisies avant. Et donc, dans ce cas-là, c'est le prix 50. Sinon, c'est que c'est le ski. Et si c'est de l'argent, c'est 45. Sinon, c'est 55. Ça, c'est une solution optimum.
Ce qui ne serait pas bien, et pourtant, c'est ce que vous allez être tenté de faire. Alors pourquoi l'optimum celle-là? Parce que de toute façon, si je rentre là, c'est que j'ai fait un test, et je fais ensuite un deuxième test. Et quoi qu'il arrive, je ne rentrerai pas là. Si jamais ce test-là échoue, c'est que je passe là, donc je ferai un deuxième test, et c'est tout. Donc je ne fais quoi qu'il arrive que 2 tests. Certains vont être tentés, parce que c'est plus simple, d'écrire ce genre de choses. Si l'activité est surf et que le pack est argent, 40. Si l'activité est surf et que le pack est or, 50. Etc. La même chose pour le ski. Pour le snow. Oui, non, c'est l'activité est snow et après l'activité est ski. Ici, effectivement, c'est lisible et ça va fonctionner. Mais le problème, c'est que quoi qu'il arrive, il va faire l'évaluation d'une condition, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 conditions. C'est-à-dire que vous allez demander au programme de tester 8 choses. Tout à l'heure, il y en avait 2. Et on est sur une simple grille de 4 tarifs. Donc, encore une fois, si vous augmentez le nombre de tarifs, vous allez augmenter les cas, augmenter les tests. Après, si vous avez des programmes qui tournent pour 3 locations dans la journée, c'est pas grave. Si c'est des programmes avec des tests pour calculer les impôts sur le nombre de millions sur les millions d'habitants qui habitent en France, vous imaginez bien que là, votre programme, il va tourner mais des heures et des heures. Et puis, un point super important, qu'on avait vu déjà dans l'autre cours, c'est qu'il va falloir valider vos algorithmes. Ce qui signifie qu'il va falloir faire des jeux de tests. Les jeux de tests vont grandir, puisque vous avez de plus en plus de cheminement possibles dans l'exécution du programme, avec vos branches if, else. Donc, tester un programme, jusqu'à présent, c'était le lancer une fois avec des données pour vérifier le résultat attendu. Là, attention, ça ne va pas être le lancer une fois, votre programme. Ça va dépendre de l'énoncé. Ici, pour être sûr qu'il fonctionne, il va falloir le lancer 4 fois. Donc, je sais que la plupart d'entre vous sont tentés déjà de dire, dès que ça compile et que ça se lance, c'est bon, j'ai réussi, mon programme est tourne. Attention, on est sur un processus de programmation, non pas en mode détente, mais pour un métier, pour des futures entreprises. Donc, on ne peut pas dire, ça y est, ça compile, ça roule. Il va falloir tester tous les cas un par un pour s'assurer que vous n'avez pas fait une bourde sur une des branches du if ou du else. Le jeu de test, il doit aussi représenter les cas d'erreur. Imaginons que je tape R ou A, que se passe-t-il? Donc là, on affichera peut-être qu'il y a une erreur de saisie. Voilà. Donc ces jeux de test vont être de plus en plus complets. Un exemple ici, on prenait en fait le problème à résoudre, c'est déterminer si un étudiant a bien validé son premier semestre. Ça, c'est pour vous. Pour valider son premier semestre, il faut que la moyenne générale du semestre 1 soit égale à 10, au moins 10. Et il faut que la moyenne dans chaque unité d'enseignement, U11 et UE12, soit au moins égale à 8. D'accord? Pour que le semestre 1 soit validé. Donc là, on a plusieurs cas. Le cas où il n'y a pas de souci, j'ai au moins 8 au 2 et je suis supérieur à 10, donc c'est validé. Le cas où je n'aurai que 6 en UE11 et j'ai quand même 14, ce qui fait que j'ai quand même la moyenne, mais j'ai une UE inférieure à 8, donc c'est non validé. Un autre exemple qui est le cas inverse, c'est-à-dire que c'est l'UE12 où j'ai pas au moins 8, mais pour autant j'ai quand même la moyenne, mais donc c'est non validé. Un autre cas où je n'ai même pas 10 de moyenne, donc c'est non validé. Et un autre cas où j'ai bien le 10 et je suis supérieur à 8, malgré que je n'ai pas la moyenne partout. On aura aussi tous les cas d'erreur éventuels
Donc effectivement, si je tape une note supérieure à 22 pour le 11, une note supérieure ici, si je tape 22 là par exemple, ça fait forcément un cas d'erreur, là avec une note normale on va dire. Si jamais j'ai une note négative, moins 2, voilà. Donc il faut envisager, vous l'aurez compris, la plupart des cas.